Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Alors que nos vies ont récemment été entrecoupées par des confinements, au cours desquels chacun d'entre nous a dû trouver un nouveau rythme de vie, nous nous sommes penchés sur la notion de temps. De combien de temps libre avons-nous besoin? Est-ce que le temps, c'est vraiment de l'argent? Et après tout, pourquoi ne pas perdre son temps à flâner, à déambuler et à ne surtout rien faire? Regardez ce reportage de Bernard Novet, on en parle juste après. S'il est une dimension qui nous échappe, sur laquelle nous n'avons aucune prise, c'est bien le temps, inexorable métronome de l'univers depuis le Big Bang. On conçoit le temps comme l'enchaînement des heures, puis des secondes, elles-mêmes définies par la vibration d'un atome de césium excité par un faisceau lumineux. Ça, c'est pour la science. Mais le temps, c'est aussi la mesure de la vie dont nous disposons. Combien de temps pour dormir? Combien pour travailler et produire? Combien pour se stresser? Aujourd'hui, planification et maîtrise du temps règnent en maître. Tout est compté, agendé, délimité, jusque dans nos loisirs. Des habitudes qui sont bien plus que cela. On ne se rend pas compte que vient se loger à l'intérieur de ça une insécurité immense. Donc notre volonté de maîtrise du temps, c'est aussi la volonté d'éliminer toute l'angoisse, toute l'incertitude justement. Et l'inconnu majeur de ce temps qui nous échappe, c'est bien sûr le temps de l'existence, c'est donc la mort. Donc du coup, on va très certainement construire des mécanismes pour éviter d'être confronté à cet inconnu. Ça ne veut pas dire qu'on est mort de peur tous les jours, bien sûr que non. Mais cette peur, elle est là, elle est quand même là. Donc ensuite, comment je peux réussir à retrouver une certaine disponibilité? On parle souvent de disponibilité. Donc avoir le temps, c'est avoir de la disponibilité. C'est aussi avoir de la disponibilité pour l'imprévu, par exemple. Parce que ces imprévus, c'est la rencontre qui changera tout. C'est la proposition qui va nous éclairer. C'est le projet qui arrive alors qu'on n'y a pas pensé. Jean-Marc Falcombello est le nouveau lama du Centre d'études du bouddhisme tibétain de Genève. En juin dernier, il terminait une longue retraite au temple de Montchardon, en France. Près de 4 années, loin du travail, de sa femme, de sa famille, de ses amis. Près de 4 années à vivre dans un autre temps que celui que nous connaissons habituellement. Un lâcher-prise aussi, un voyage vers soi, sans mandat, ni objectif de production. Par contre, vous allez découvrir des choses. Donc forcément, parce que vous allez créer un espace qui n'est pas que intérieur, c'est un espace extérieur. Donc c'est un espace dans les activités qui s'enchaînent les unes des autres. Donc vous dites non, temporairement, à ça. Vous recréez du temps, vous recréez de l'espace. Un espace qu'on peut ensuite explorer. Donc cette vie contemplative, elle va se poser quasiment, on pourrait dire, à l'opposé parfait, en quelque sorte, de cette idée d'un temps maîtrisé pour une plus grande productivité. C'est une transformation intérieure, discrète, invisible, quasiment, en fait, mais absolument fondamentale pour devenir l'être que l'on peut devenir. Co-directeur de la Fondation Initiative et Changement, l'ancien forum de Co, Rainer Gude organise des séminaires ainsi que d'importantes conférences internationales pour la paix et la justice dans le monde. Lui aussi est en quête d'une temporalité différente, qu'il vit parfois sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son choix est de trouver des temps différents dans chaque journée, ce que le coronavirus rend d'autant plus nécessaire. C'était drôle quand les gens ont dit « Ah, pendant ce lockdown, le confinement, tout s'est ralenti ». En fait, ça semble pour nous que tout est accéléré. Il fallait adapter tous nos projets, les mettre en ligne. Et avec le télétravail, en fait, statistiquement, on voit que les gens travaillent plus. Et normalement, à la maison, quand tu dis « si l'ordinateur est encore là, la tentation de faire encore un email, c'est toujours là. » Donc, c'était pas mal de stress. Et je crois que ce n'était pas du tout ralenti, mais une vie plutôt frénétique. Il n'y a pas que le surplus de travail qui comprime le temps. Le passage de la réalité au virtuel déconnecte nos existences du temps vécu.
jusque dans le rapport à notre propre corps. Avec toutes les réunions qu'on a en ligne, notre notion de temps a changé. Parce que notre notion de temps est aussi très incorporée. Disons, c'est très dans le corps. Tu as été dans tel endroit pour cette réunion. Et maintenant, toutes les réunions sont devant l'ordinateur. Donc, je parlais avec beaucoup de monde. Je constatais que beaucoup ont dit « Ah, mais cette réunion, c'était hier, c'était avant-hier. En fait, c'était la semaine passée. » Donc, notre notion de temps a un peu changé parce que tout est digital. Et donc, le fait de ralentir, de marcher, de te retrouver dans ton propre corps, de te retrouver dans notre propre environnement, et je crois que ça te remet dans l'instant présent. Ça te remet en place et ça t'aide à remettre un rythme plus humain. Marcher, même en pleine ville. Retrouver le rythme du pas. Ralentir, simplement. Une flânerie qui devient, plus qu'un luxe romantique, une nécessité. Ici, dehors, en voyant les arbres, en écoutant les oiseaux, tu as un autre sens du temps. Le temps qui change d'année en année. Tu vois comme la nature avance malgré tout notre stress de Covid. Donc oui, tu as un autre sens, une autre perspective, je dirais. Et parfois aussi en marchant, tu peux perdre le sens du temps. Combien de temps tu as marché, puisque tu es plus dans le plaisir que dans le compter ou le succès d'avancer. Donc oui, le rapport change, mais peut-être c'est parce que le rapport avec toi-même change. Alors c'est une série de peintures que j'ai fait entre 2013 et 2014. C'est des danses macabres. C'est une tradition picturale qui appartient à ce qu'on appelle les memento mori, autrement dit souviens-toi que tu mourras. Le discours de la danse macabre, c'était de dire que la mort vient nous chercher quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau social, notre richesse. Sébastien Métro est peintre et plasticien. Il vit à Valorbe, juste derrière la grande horloge de la gare. Confronté très jeune à des deuils familiaux, il a souvent produit des œuvres en relation avec ces thèmes essentiels. Le temps qui passe, la vie, la mort. Il y a une quinzaine d'années, il illustrait dans une série de bunkers aseptisés ces réflexes sécuritaires que nous dictait la peur de l'an 2000. Et déjà, la pandémie de H1N1. Gérer l'avenir, toujours. S'assurer que demain soit possible. Plus récemment, après ces fameuses danses macabres, il se penchait sur le transhumanisme, son refus du temps et de la mort, en associant sur la toile des symboles de vie et des technologies médicales de pointe. Il y a clairement une ironie, il y a aussi une collision entre un héritage moral de la vanité qui veut nous apprendre que nos existences sont éphémères, qu'on doit en profiter, et un message récent qui est celui qu'on pourrait prétendre à une éternité, ou tout du moins à une existence extrêmement longue dans les meilleures conditions. Mais ce temps qui passe, que nous voudrions parfois arrêter, c'est aussi celui que l'on consacre à la production d'œuvres. Pour Sébastien Métro, artiste très prolifique, le temps est précieux, et chaque instant de son existence se doit d'être au service de son œuvre. C'est assez marrant parce que quand je produis pas, j'ai l'impression de rien faire. Quand je produis pas, des fois, même dans mes autres activités, quand il ne s'agit pas de produire, j'ai vite l'impression que là, le temps est perdu pour l'occasion. Ouais. Entre plusieurs projets d'importance, Sébastien a encore trouvé le temps de mettre sur pied à Yverdon une exposition autour de la machine à écrire. Rendre hommage au génie d'un temps industriel, peu à peu effacé par le progrès. Produire, construire, proposer encore et toujours. Ou alors se donner du temps pour travailler sur ces interrogations profondes, par la méditation ou la prière par exemple. Les chemins sont multiples. Il est peut-être bon de se souvenir que depuis tout temps dans l'histoire humaine, et c'est vraiment l'histoire humaine, la vieille et longue histoire humaine, on a toujours inventé des temps différents. Donc on est toujours parti au désert, le désert représentant le retrait du monde, mais on est toujours parti pour pouvoir mieux revenir, pour interroger l'existence. Donc je dirais plutôt,
des temps différents pour des fonctions différentes est une absolue nécessité. Par contre, de faire en sorte que des temps différents soient rendus possibles. J'ai souvent essayé de retrouver des rythmes plus calmes. Puis je crois que le meilleur équilibre, au final, c'est celui dans lequel je suis maintenant. C'est qu'il y ait beaucoup de choses, c'est beaucoup faire, beaucoup produire. Je crois que finalement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais souvent, il y a un peu ce rêve de pouvoir ralentir. Mais j'ai jamais réussi à passer le cap avec succès jusqu'à maintenant. Très vite, il y a l'ennui. Très vite, il y a la culpabilité aussi. Dans une démarche d'artiste, on cherche à produire des choses, à laisser des objets, des toiles, enfin, peu importe. Et je pense qu'on a tous le souhait quelque part que le travail qu'on produit, donc notre vision du monde, puisse nous succéder du moins un petit peu, bien sûr. L'année passée, à la Maison d'Ailleurs, Sébastien Métro présentait un clip architectural. Les constructions humaines se transformaient en mouvements mécaniques perpétuels, une vision du temps qui ne s'arrête jamais. Au bout de la boucle, une idée de la vie qui jaillit, différente. L'espace et le temps accouchent d'une fleur éphémère. Bonjour Pierre Cassonogues. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez pris le temps de venir depuis Paris. Je vous en remercie. Alors vous êtes philosophe et écrivain et on a vu dans le reportage l'artiste Sébastien Métro qui culpabilise de ne pas en faire assez. Alors que vous, dans votre livre La mélodie du tic-tac, eh bien vous proposez aux lecteurs de perdre leur temps. Alors déjà c'est assez subversif. Pierre Cassonogues, dites-nous quelles sont les bonnes raisons de perdre son temps? Bon, le livre était thérapeutique, c'est-à-dire je l'ai écrit aussi parce que je m'apercevais que j'avais de plus en plus de mal à perdre mon temps. Mais la meilleure raison, oui, de perdre son temps, c'est sans doute pour se retrouver soi-même. Et en particulier, ou d'ailleurs pour retrouver un extérieur, mais disons sortir d'une aliénation. C'est-à-dire sortir d'une construction de soi ou d'une représentation de l'univers qui se trouve finalement imposée, en particulier dans les nouvelles technologies. Et le fait de rompre avec ce rythme, c'est une façon de laisser ressortir ce qui doit ressortir, qu'il s'agisse de quelque chose en soi ou de quelque chose dans l'univers. Donc pour moi, la vraie raison de perdre son temps, c'est de se défaire d'un rythme qui nous prend de l'extérieur. Bonjour Marc de Petiot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le père abbé de l'abbaye de Haute-Rive, dans le canton de Fribourg. On peut dire en quelque sorte que vous ne vivez pas tout à fait dans le même temps que celui de la société. Est-ce que pour vous aussi, le temps qu'on dit perdu, c'est un temps précieux? Pour moi, tous les temps sont précieux. Ils sont précieux précisément parce que pour moi, j'aimerais vivre un rapport au temps qui n'est pas celui de l'avoir. Pour perdre son temps, il faudrait en avoir. Pour perdre son argent, il faut en avoir. Donc ma vie consiste à essayer de me débattre moi-même pour ne pas oublier que je n'ai pas de temps. Ça fait combien d'années que vous êtes entré dans cette abbaye de Haute-Rive à Fribourg? 25 ans. Et donc votre temps, votre façon de vivre le temps, c'est un temps qui est très différent de celui de la société, vous avez l'impression? Je pense que oui, parce qu'au fond, ma vie, notre vie monastique consiste à célébrer le temps, à l'accueillir et à le devenir, à l'intégrer, à se laisser emporter par lui. Ma journée est très, très organisée, très saucissonnée,
mais à chaque fois que la cloche sonne, c'est pour m'appeler à venir me rendre compte que ce temps m'est donné. Je peux, même plus que ça, la cloche sonne pour m'appeler à épouser le temps. On entend chez Marc de Petiot cette idée d'adhésion, presque de danse avec les minutes qui s'écoulent. Pierre Castelnuguez, est-ce qu'on peut dire que nous, dans notre société, avec l'omniprésence d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, on est peut-être une société qui est malade de son temps ? Oui, malade, je ne sais pas si je dirais ça, mais il est clair que les nouvelles technologies, les téléphones portables, nous empêchent de traîner. Et c'était vraiment le point de départ du livre, à savoir, je me suis aperçu qu'un temps que j'aurais normalement traîné, où j'aurais rien fait, je me serais même ennuyé. Juste 1 heure, j'attends mon train à la gare, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je me serais promené, j'aurais pris un café en regardant les passants. Eh bien, je m'installais, je faisais des courriels, je regardais un fil, comme ça. Et à la limite, si je regarde sur mon téléphone portable quelque chose qui me plaît, qui m'amène peut-être ailleurs, pourquoi pas. Mais en général, ce que je fais, c'est quelque chose de très haché et dans lequel, en fait, il ne se passe rien parce que, justement, il n'a pas le temps de se passer quelque chose comme des flashs. Et ce téléphone, je l'ai constamment avec moi. Et effectivement, voilà, je me suis aperçu donc qu'il occupait une place de plus en plus grande. Et le but du livre, au départ, c'était de lutter contre mon téléphone, ne serait-ce qu'en m'asseyant, en essayant d'écrire, c'est beaucoup des petits passages, un peu des poèmes en prose, le fait d'essayer d'imaginer 1 heure rêver sans mon téléphone portable, c'était déjà m'en détacher. Marc de Petiot, est-ce que vous avez un téléphone portable et est-ce que vous l'utilisez ? Je l'utilise quand je quitte l'abbaye. Je sais à peine l'utiliser, en fait. Et est-ce que ça vous arrive, vous, c'est une question un petit peu incongrue, mais est-ce que ça vous arrive, vous, de traîner, de vous laisser aller et de ne pas suivre les horaires prévus par le monastère ? Alors, au fond, oui et non. C'est-à-dire, non, je ne dirais pas traîner. Parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas traîner par rapport au temps. Vous avez très bien dit, j'aimerais plutôt danser avec. Mais je comprends bien ce que veut dire Pierre Castelnuguez, ne pas être asservi par un horaire, par un rythme qui n'est pas le mien et qui ne me libère pas. Mais de cette manière, en même temps, je peux vous dire oui, parce qu'on a aussi au monastère, on est aussi lié à ce rythme par différentes occasions, à travers les sollicitations de l'extérieur. On est aussi lié à un rythme de plus en plus accéléré du monde. Et on a découvert qu'on avait besoin nous-mêmes d'arrêter le rythme. On a ce qu'on appelle la rupture de rythme le lundi, où de 8h du matin à 17h, chacun a son rythme. Donc, c'est-à-dire que l'accélération du temps du monde, de notre société, vous touche aussi ? Oui, on doit aussi travailler contre, oui. Marc de Petiot, Pierre Castelnuguez, pourquoi est-ce que ce temps qu'on dit perdu a finalement une valeur si négative dans la société ? On a presque l'impression, quand on en parle, d'une idée de sabotage. Oui, exactement. Eh bien, depuis, ça c'est la thèse de Max Weber, le début du capitalisme, qui est lié à l'idée d'une économie du temps. C'est-à-dire, le temps c'est de l'argent, et donc on n'a pas le droit de le perdre. C'est dans cet esprit du protestantisme, c'est vraiment péché que de perdre son temps, donc il faut l'utiliser. Et du coup, alors c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette idée du temps perdu, il y a une forme de sabotage social. Et je pense un réel sabotage que si je n'utilise pas mon téléphone pendant 1 heure, eh ben c'est 1 heure pendant laquelle personne ne vend mes données, pendant laquelle personne ne vend mon attention quand je regarde de la publicité, c'est se mettre en retrait d'un certain système productif. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le mot « traîner », et traîner avec la connotation négative qu'il a. Justement, que pour moi, parce que j'aime bien la psychanalyse, ce dont on se sent coupable, c'est en fait ce qu'on a le plus envie de faire. Et donc traîner, c'est vraiment avec
Donc tout ce que ça a de négatif, c'est pour moi la meilleure façon la meilleure façon de perdre son temps et la meilleure caractérisation de ce temps perdu. Donc un autre mot dans le même genre que j'aime bien, c'est glander. Et donc glander, en fait, c'est un mot qui vient du Moyen-Âge et qui désigne l'activité du fermier lorsque les cochons sont dans la forêt et qui mangent des glands. Et donc, les cochons sont occupés et le fermier les regarde et donc il ne fait rien. Et c'est ça glander. Et là encore, il y a une façon finalement de se retirer un peu de ces cochons qui sont en train de manger des glands. Le fermier, lui, il ne fait rien. Marc de Petiot, pour vous, se libérer de la tyrannie du temps, entrer au monastère, ça a été, comme je le disais, une libération ou plutôt une épreuve aussi ? Ah mais c'est pas ou bien, c'était une épreuve parce que c'est une libération. Enfin, c'est parce que pour se libérer, il faut beaucoup d'épreuves. Mais je veux revenir sur cette histoire de traîner, parce qu'au fond, je me rends compte que je pense que vous diriez que je traîne souvent. Marcher dans la forêt et prendre un rythme qui me permet de regarder les arbres, regarder les glands. Alors, il n'y a pas de cochons dans la forêt, enfin, je ne les vois pas en tout cas, les sangliers qui mangent les glands, mais regarder les arbres évoluer, les reconnaître semaine après semaine, pour moi, ce n'est pas traîner, c'est célébrer ce qui est en train de se passer. Et c'est au fond retrouver un rythme, cette gratuité absolue qu'est le mystère du temps, que toute la création partage avec moi. Et en même temps, c'est pas du tout, c'est pas asocial, parce que rien n'est plus social que le temps. Nous partageons l'instant. Nous n'avons pas besoin de faire une négociation sur le temps. L'espace, oui, il faut se le partager, mais le temps, il nous réunit toujours. C'est un don qui réunit. Quand je dis don, je dis qu'il y a un donateur. Pour moi, le temps est le lieu du contact avec celui qui me donne. On entend dans ce que vous dites, tous les deux, finalement, une forme de poésie, de ne pas utiliser le temps, mais de le cueillir. Et finalement, ça me fait penser à ce confinement qu'on a tous subi, déjà à 2 reprises. Est-ce que dans ce genre de moment-là, de confinement, est-ce qu'on peut dire qu'on traîne, qu'on se libère, qu'on trouve de la poésie ? Ou au contraire, parce que c'est forcé, et Pierre Cassonogas, je vous pose la question, au fond, on ne peut pas traîner parce qu'on nous force à... Alors pour moi, le fait de traîner, le fait de perdre son temps, c'est lié quand même à une certaine liberté, et à une liberté d'errance en particulier. Le fait de pouvoir errer, j'aimais beaucoup ce que vous disiez sur marcher. Une des façons... Pour moi, un des modes du temps perdu, c'est quand je m'entraînais pour des marathons. Et dans le fait de courir très très longtemps, plusieurs heures comme ça, au bout d'un certain temps, il y a un rythme qui se met en place. Et en fait, pour continuer à courir, il faut s'occuper l'esprit ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe avec le temps. Le temps passe plus de la même façon. Une fois, je courais, j'entendais quelqu'un un coureur en sens inverse, qui disait, oui, il parlait d'un marathon qu'il avait raté. Il disait, j'ai pas réussi à me mettre en pilotage automatique. C'est-à-dire, voilà, il faut que le corps s'occupe de lui-même, qui court de lui-même, et l'esprit prend un autre rythme. Et pour moi, c'est une grande expérience du temps perdu. Et donc, je ne peux pas dire qu'être confiné, j'y prends tellement plaisir. Et peut-être que, oui, dans l'écriture, il y a une façon de passer ce temps, mais je ne peux pas dire que le confinement, ce soit la meilleure façon de perdre son temps. À mon avis, le temps, il se perd vraiment lorsque cette perte de temps n'est pas imposée de l'extérieur. Marc de Petiot, cette idée d'agir, de travail qui fait partie de notre dignité, est-ce que ça fait particulièrement écho en vous en tant que cistercien ? Bien sûr, parce que c'est une dimension essentielle de notre vie monastique, oui, le travail. Mais ce n'est pas incompatible, on essaye de parler du temps perdu, de danser avec les secondes, et en même temps, d'un autre côté, il y a cette éthique du travail. Les deux ne sont pas incompatibles ? Non, c'est une question de rythme. C'est une question de rythme, d'équilibre, de présence à ce qu'on fait.
faut pas être en pilote automatique. Alors, il faut être en pilote automatique pour se sentir un peu plus libre. Il y a un travail répétitif qui permet aussi d'être en pilote automatique. Je n'ai plus besoin de trop réfléchir à ce que je fais, le travail manuel en particulier, ça me permet de... Mais pas pour décoller de la réalité, pour au contraire l'épouser encore plus. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de réfléchir à ce que je fais. Il y a un travail qui est une méditation, en fait. Il y a un travail qui est une libération. Et encore une fois, c'est un travail qui me permet d'épouser la réalité et non pas de m'en défaire. J'ai l'impression que tant qu'on est dans un rapport au temps qui est celui de l'avoir, il y aura violence. Je veux l'avoir et c'est lui qui m'a. La danse macabre le raconte. C'est pas la danse dont je parlais, la danse macabre. C'est une danse, c'est un combat. Dès qu'on entre dans un rapport au temps qui est non plus celui de l'avoir et de l'avidité, mais celui de l'accueil, de l'ouverture, de la gratitude et de la gratuité, alors on n'a plus besoin de lutter contre. L'idée de la lutte, Pierre Casounogues, ça caractérise le temps, notre rapport au temps aujourd'hui? Oui, peut-être oui, alors je suis assez d'accord dans ce qu'il a de pire. En anglais, on distingue lost time, le temps perdu, lorsque on est en retard, par exemple, et wasted time, qui est le temps gâché, en fait. Et ce qu'on appelle en français le temps perdu lorsqu'on traîne, c'est du temps qui est gâché. Et donc, il n'y a pas cette question de l'avoir que pour perdre, il faut avoir. Il y a cette question de gâcher, on pourrait dire, qui le lie aussi au travail manuel, parce que gâcher, c'est ce que fait finalement le maçon lorsqu'il fait du plâtre. Et en gâchant le temps, peut-être, il construit quelque chose. C'est une meilleure image que la lutte. Mais il y a l'idée alors, et ce sera ma dernière question, l'idée du rapport au corps, peut-être de rentrer dans le corps, comme on l'a vu dans le reportage, peut-être ralentir et s'ouvrir à être disponible pour l'imprévu. Marc de Puteaux. Le temps, oui, le premier rythme, au fond... le plus extraordinaire enfin, il y a différents rythmes dans notre corps, mais celui de la respiration d'abord et le rythme du battement du cœur sont pour moi des rythmes absolument... Enfin, c'est merveilleux. Simplement, pour moi, c'est vraiment pas perdre du temps que de penser à ces rythmes qui m'étonnent, qui me... Après, voilà, chacun a sa façon de perdre son temps. J'ai parlé des marathons. Il y a aussi de grandes figures littéraires comme Oblomov ou le Marcel de Proust qui perdent leur temps en restant au lit toute la journée. Et qui partent à la recherche du temps perdu. En tout cas, merci à vous deux pour cette discussion. Quant à vous, si vous voulez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou réagir sur nos réseaux sociaux.